Et voilà, bon bah écoute, bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, il n'y a personne qui va arriver, mais je pense qu'on va avoir du monde qui va pouvoir venir. Bienvenue dans ce nouveau Twitch. Ça faisait 2 3 semaines qu'on n'avait pas pu faire un tour. Voilà, on était en vacances et on avait commencé à monter le deuxième épisode de la série Nous sommes en guerre, donc qui va être axé sur Lauriane Amaglio, qui est une pompier décédée. Donc ça, on en avait parlé un certain nombre de fois. Donc vous pouvez toujours suivre nos activités sur le blog infoscope.live et regarder notre premier épisode ainsi que notre film Un pognon de dingue sur la plateforme cinémutin.com. Voilà, avec moi toujours mon éternel compagnon Benoît. J'espère que tu vas bien, Benoît. Salut Adam, salut à toutes et à tous. Bah, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content d'être ici pour discuter de l'actualité et puis de ce qu'on fait un petit peu au niveau d'Infoscope. Voilà, petite information, là en fait on est avec notre nouvelle bécane, notre nouvel ordinateur qui va nous permettre de monter et de faire le live, les différents live Twitch. N'hésitez pas un peu à nous dire nos retours. Alors c'est pas encore totalement, les configurations sont pas totalement encore parfaites. Puisque bah du coup là on est en train de rebosser, puis en plus voilà, avec l'été, le pass sanitaire, ces choses comme ça, c'est pas facile d'obtenir tout le matériel qu'on veut, mais normalement au fur et à mesure du temps, nos live Twitch vont prendre des meilleures dispositions. On va avoir toujours plus de matériel. Là vous voyez, là on est dans ma chambre, vous voyez, on n'a pas encore d'écran vert, etc., etc. Ça va arriver, j'espère, bientôt. Mais déjà, a priori, avec les tests qu'on a fait, bon bah c'est déjà pas mal. Donc il faut qu'on voit un peu avec ce qui est possible de faire déjà avec ça. Alors, bon, maintenant qu'on a fait notre petite introduction et tout, on va commencer par parler un peu de globalement ce qui nous intéresse. Donc vous l'avez vu dans le titre, enfin c'est vu dans le titre. Donc on va parler de l'allocation d'Emmanuel Macron du 12 juillet et le classement des plus grandes fortunes établies par Challenge, donc cet été 2021. Alors pourquoi on a décidé de lier ces deux actualités? Alors évidemment l'allocation d'Emmanuel Macron, tout le monde ou presque en a entendu parler. C'est ce qui va rendre le pass sanitaire obligatoire à peu près partout dans les lieux publics. Et de plus, il va avoir aussi, il y a eu diverses réformes qui vont être mises en place ou remises en place. Donc la mise en place de la réforme de l'allocation de l'allocation au chômage et la réforme des retraites qui va être remise en place. Voilà, ça redonne en perspective un peu cette idée qu'on avait déjà établie lors de notre premier film Un pognon de dingue. C'est que effectivement Emmanuel Macron, c'est le président des riches, et quand tu le vois en perspective, les réformes que prennent Emmanuel Macron et aujourd'hui l'augmentation du patrimoine immobilier des 500 plus grandes fortunes selon Challenge, on voit bien qu'aujourd'hui il y a une véritable contradiction entre ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons, les difficultés à trouver un job, les difficultés à lier les 2 mois sans aucune lier la fin de nos 2 parties du mois plutôt, sans aujourd'hui être capable d'être sûr de manger, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est un fait, mais nos principaux entrepreneurs, les 500 plus grandes familles, ils s'en mettent plein les fouilles. Et bah ça, c'est un fait auquel il faut qu'on regarde. Et donc, du coup, moi, la première question que je te pose, Benoît, c'est est-ce que tu as vu l'allocation d'Emmanuel Macron et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors oui, j'ai regardé avec attention, même si c'est toujours un peu se faire violence que de devoir subir une allocution de Macron, mais j'ai suivi avec attention ce qu'il nous a dit le lundi 12 juillet dernier. Et grosso modo, ce que je vois, c'est que il s'est surtout adressé aux travailleurs par des injonctions
par des moyens de coercition qui sont annoncés, le pass sanitaire, les tests PCR payants, les sanctions en cas de non-respect, la suspension du contrat de travail, et les réformes ultralibérales sur le plan économique et autoritaires sur le plan politique. La réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage, qui sont ultra-libérales sur le plan économique, mais très autoritaires. Et ce que j'en ai pensé, grosso modo, de cette allocution, c'est que on a le président des riches qui redevient le candidat des riches qu'il a incarné en 2017. Et en tout cas, c'est sa volonté d'incarner cette candidature des plus riches, des puissants, de ceux qui réussissent aujourd'hui, comparé à ceux qui ne sont rien, selon les propres mots de Macron. Voilà, Emmanuel Macron est en campagne et il nous l'a fait savoir avec cette allocution, avec la Tour Eiffel derrière. Bah voilà, c'est une vidéo qui fera date. Et vu le nombre. Enfin, c'est pas étonnant du coup qu'il y ait autant de manifestants aujourd'hui, alors qu'on est fin juillet, début août. Et c'est un truc vraiment exceptionnel qu'il y ait autant de manifestants dans la rue en ce moment. Et c'est pas pour rien, c'est parce que Macron a bourriné en fait pendant cette allocution sur plein d'aspects qui mécontentent évidemment la grande majorité de la population, parce que c'est pas dans son intérêt, même si on va rediscuter de la vaccination, qui à mon sens est intéressante, et même la solution pour sortir de la séquence Covid, c'est même pas cette question-là qui est prégnante, c'est la question des sanctions et qui s'adresse uniquement aux travailleurs. Alors que quand Macron mentionne les champions de demain, par exemple, pour ne pas parler des champions d'aujourd'hui, eh bien, il a des étoiles dans les yeux et en gros, on voit bien que là, en gros, les champions de demain, ce seront ceux qui demain seront dans le classement Challenge, dans le classement Forbes, etc. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de lier cette allocution avec le classement Challenge qui est sorti début juillet sur les 500 fortunes les plus riches de France. Alors, pour toi, c'est intéressant là, ce que tu dis là, c'est que pour toi, c'est pas tant un discours de président de la République que de candidat à sa propre succession à la prochaine élection. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je pense effectivement que Emmanuel Macron tente des paris, y compris des paris sanitaires. Là, il tente un pari politique en essayant de se mettre en position pour être candidat à sa réélection en 2022. Euh, je pense qu'il est dans cette optique-là parce que cette allocution, ce discours qui a été quand même beaucoup vu, même s'il a été moins vu que d'autres allocutions au mois de mars ou d'avril 2020 par exemple. Mais c'est voilà tout le décorum, la volonté de parler au cœur des gens entre guillemets, alors que derrière il fait des coups en douce en disant en deux Et c'est phrases qu'il va vraiment, nous c'est sortir la réforme de l'assurance chômage au 1er octobre et qui va nous reporter l'âge de départ en retraite pour nous les travailleurs en fait dès que les conditions sanitaires seront réunies. Il est en campagne pour séduire les riches, comme il a séduit les riches en 2017, parce qu'il sait que les riches, c'est un peu la clé pour gagner une élection présidentielle en France. Quand on a vu que, comme c'était le champion des riches, entre guillemets le champion, le candidat des riches en 2017, Macron est passé sur tous les écrans, il est passé dans tous les magazines, sur Paris Match, sur Gala, sur pas mal de trucs people et des trucs un peu plus sérieux, mais quand même bien ancrés à droite comme Le Point. Et puis il a voilà, essayé de ratisser large, mais en partant d'un noyau dur de la grande bourgeoisie finalement. Et une grande bourgeoisie qu'il a côtoyée et qu'il côtoie encore. Donc oui, je pense qu'il est en campagne et que c'était plus un discours de campagne, de candidat, qu'un discours de président qu'on a eu le 12 juillet. Alors, c'est intéressant parce que quand il était candidat à la dernière élection présidentielle en 2017, enfin quand il s'est déclaré candidat en 2016, il s'est déclaré relativement tôt candidat en 2016 et il a été très présent dans les médias, tu l'expliquais très bien Benoît. Là aujourd'hui on a l'impression qu'il a fait une stratégie inverse, c'est que là il joue la carte de la raréfaction de la présence de sa personne. Il a fait une allocution très jupitérienne comme à son habitude, et depuis silence radio, d'autant plus que
même si aujourd'hui on peut penser qu'il commence à devenir candidat, à partir en campagne, il ne s'est pas déclaré officiellement candidat. On dirait qu'il joue la montre. Alors comment tu peux expliquer cette différence de stratégie? Est-ce que c'est aussi son rôle de président de la République qui fait qu'aujourd'hui il se déclare le plus tardivement possible pour essayer de justifier son action politique, puisque et puis on le sait, puisque du coup on dirait qu'il a décidé de jouer son va-tout sur son bilan présidentiel, et c'est pour ça qu'il veut mener de gré ou de force les deux réformes, la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, alors qu'on peut être à peu près sûr que la campagne, elle se jouera surtout sur le bilan du Covid. Oui, il va certainement jouer auprès des simples citoyens, on va dire, auprès des citoyens qui vivent de leur force de travail et qui n'ont pas forcément de capital. Ces gens-là, ils vont juger Macron sur son bilan face au Covid. Et c'est pour ça il accélère sur les mesures type passe sanitaire, etc. Pour que on soit sorti de la séquence Covid lors de l'élection présidentielle qui ne peut pas être reportée contrairement à d'autres élections. Cette élection présidentielle 2022, elle aura lieu au mois d'avril. Donc c'est dans moins de 9 mois maintenant, c'est dans 8 mois et quelques. Et donc c'est effectivement, je suis d'accord quand tu dis, Adam, qu'il y a il y a déjà et il va y avoir d'autant plus une raréfaction de la parole présidentielle. Et il joue la montre, mais c'est pour rendre justement ce discours du 12 juillet le plus important possible et pour qu'on se base essentiellement sur ce discours pour qu'on ait tout l'éventail du candidat Macron, c'est-à-dire violent vis-à-vis des pauvres et extrêmement doux vis-à-vis des puissants, quitte à leur faire les yeux doux en les appelant les champions, même s'il parle des champions conjugués à l'avenir, il parle aussi aux champions d'aujourd'hui, les Bernard Arnault, les Hermès, Bettencourt, etc. Et donc il joue la montre, oui, mais c'est un classique quand un président sortant veut être candidat, généralement il se déclare très tard, très tardivement. C'est le dernier quasiment des candidats à se déclarer parce qu'il est assuré d'avoir les 500 signatures d'élus et notamment de maires. Donc il peut se permettre de se déclarer tard. Contrairement à d'autres candidats qui, eux, sont à la recherche de signatures de parrains, de parrainage pour être en lice pour l'élection présidentielle. Et donc, oui, je pense il joue un peu sur les deux tableaux. Il joue la montre vis-à-vis de l'élection présidentielle et en même temps, comme il pourrait dire, et en même temps, il accélère sur les réformes structurelles qui vont dégommer notre sécurité sociale finalement. Notre sécurité sociale qui pourtant a quand même permis à la France d'avoir quand même des malades du Covid ou d'autres maladies qui n'avaient pas à sortir leur carte bancaire à l'hôpital pour pouvoir se faire soigner, ce qui est quand même un grand progrès par rapport à pas mal d'autres pays du monde occidental. Alors, moi, c'est là où, en fait, effectivement, je te rejoins sur cette notion de qu'il est assuré d'avoir les 500 signatures, c'est un classique. Jacques Chirac, il avait fait ça en 2002. François Mitterrand avait fait la même chose en 1988, de se présenter le plus tard possible, voire même à quelques semaines, voire à quelques jours de la fin du dépôt de candidature officielle. Pourtant, on peut se dire quand même assez tranquillement que les derniers résultats électoraux ne mettent pas le camp d'Emmanuel Macron en position favorable. Il y a eu des rumeurs persistantes comme quoi Édouard Philippe pourrait lui-même être candidat à l'élection présidentielle. Et enfin, cette allocution, et on le voit bien avec les manifestations monstres qui sont présentes, cette allocution, on voit qu'elle clive énormément le camp social. Et presque on pourrait dire que avec cette allocution et les mesures qu'il a décidé de mettre en place à la suite de cette allocution, Emmanuel Macron pave d'or la route vers l'Elysée à une certaine Marine Le Pen. Est-ce qu'il ne serait pas plus de bon ton pour lui de se présenter plus tôt pour autant? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, Adam. Mais déjà, oui, il clive vis-à-vis du camp social, mais le camp social, c'est-à-dire la majorité populaire de ce pays, de notre pays,
elle est clivée entre elles. Au sein de la majorité populaire, au sein de la majorité des gens qui, comme je l'ai dit, vivent de leur travail, de leur force de travail, bah, il a créé des clivages. Macron a créé des clivages. C'est la fameuse maxime diviser pour régner. Et en fait, ces clivages ne se font pas sur les mêmes sujets. Il y en a certains qui vont retenir surtout de l'allocution de Macron, ce seront les plus nombreux, qu'il y a l'instauration du pass sanitaire avec le test PCR payant, avec la vaccination obligatoire pour des professions qui seront contrôlées par des policiers qui, eux, ne seront pas forcément n'auront pas forcément d'obligation d'être vaccinés. Donc, on voit quand même que il y a des non-sens quand même assez importants là-dedans. Et donc des motifs pour se mobiliser. Mais il y en a d'autres personnes, et je pense notamment aux syndicats, qui sont plutôt vent debout contre les réformes antisociales, antipopulaires. Je pense notamment à la réforme de l'assurance chômage qui va entrer en vigueur le 1er octobre et qui va baisser, alors qu'on est en pleine crise économique. On n'est pas seulement dans une crise sanitaire, on est en pleine crise économique, comparable à la Grande Dépression des années 30. Avec une baisse du PIB de 8 à 9% en France sur la seule année 2020. Et en fait, il y aura de plus en plus de gens au chômage qui verront leur allocation pardon, de retour à l'emploi, leur ARE, baisser drastiquement. Et donc, c'est clairement ça qui participe à des clivages finalement au sein du peuple qui est aujourd'hui révolté massivement contre Macron. Et donc, oui, en tout cas, par rapport à Marine Le Pen, ce qui est clair, c'est que Le Pen, c'est sa duel préférée. C'est son, c'est voilà, c'est celle qu'il préfère comme duel parce que c'est celle contre qui il a le plus de chances d'être élu. Mais c'est un jeu dangereux auquel il joue. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il pave un petit peu d'or la voie vers l'Élysée pour Le Pen et puis tous ses sbires qui vont clairement achever ce qui reste de démocratie dans le pays. Et d'ailleurs, la Ve République est telle qu'aujourd'hui que un président peut presque seul gouverner envers et contre tout et même sans majorité parlementaire. Donc voilà, c'est très, très inquiétant à ce niveau-là. Mais voilà, faut pas. C'est en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même dans l'intérêt de la bourgeoisie, notamment des propriétaires de la presse et des instituts de sondage, que d'imposer un duel entre la droite, qu'elle soit macroniste ou de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse, et l'extrême droite de Marine Le Pen. C'est vraiment dans l'intérêt de la bourgeoisie d'imposer ce duel-là et d'exclure finalement de la gauche du second tour en la disqualifiant d'office par une foule de moyens. Même si on sait que la gauche a ses propres moyens d'inertie, etc. C'est clair que voilà, la bourgeoisie, et on le voit avec Vincent Bolloré, on le voit avec Martin Bouygues, on le voit avec Xavier Niel, on le voit avec Patrick Drahi, elle est à droite toute, clairement. Ça c'est intéressant et on va en reparler un peu plus tard quand on va parler un petit peu du classement Forbes puisque toutes ces personnes auxquelles tu as parlé, notamment Vincent Bolloré, est présent dans le top 20 des principaux milliardaires français selon le classement Challenge. Avant quand même, moi ce qui me turlupine un petit peu avec ça, c'est que Emmanuel Macron avec son allocution, il a réussi quand même le tour de force de cliver à la fois le camp des travailleurs, mais le camp de la bourgeoisie aussi. Moi, on le voit et tout. On sait que le MEDEF et la CPME, donc qui sont les deux grandes organisations syndicales patronales de France, vent debout. François Asselin, donc le président donc de la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'inquiète d'un no man's land administratif pour les salariés à la suite donc de la suspension d'un contrat de travail si ce salarié ne présente pas de passe sanitaire validé. Aujourd'hui, en fait, on peut aussi constater que Emmanuel Macron, aujourd'hui, comparé à ce qu'il y a 5 ans, il ne rassemble plus
le capital, le camp du capital avec lui. Aujourd'hui, c'est aussi peut-être un des arguments qui fait dire qu'il y a un véritable danger à des candidats venus d'une droite, voire même d'une extrême droite. On pense évidemment à Marine Le Pen, on pense aussi à Éric Zemmour qui n'est pas candidat mais qui est toujours bien placé selon divers sondages d'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une tentation de la part de la bourgeoisie, selon toi, nous, voilà, on fait que de commenter, mais voilà, de lâcher Emmanuel Macron au profit donc de personnes et de camps politiques et d'idéologies politiques bien plus policières et brutales, et antisociales, évidemment. Alors, il y a deux aspects. Déjà, quand tu dis que le MEDEF, la CPME sont vent debout contre les réformes annoncées par Macron, c'est pas tout à fait faux, effectivement. Mais Macron est dans un tel esprit jupitérien qu'il veut passer outre tous les corps intermédiaires, y compris même le MEDEF s'il le faut, parce que il a le soutien, il peut avoir le soutien en tout cas de Bernard Arnault. Ça, Bernard Arnault, il a notamment fait savoir qu'il ne soutiendrait pas Xavier Bertrand, mais qu'il soutiendrait Emmanuel Macron pour une réélection de ce dernier en 2022. En fait, il passe outre les corps intermédiaires pour s'adresser directement à son électorat, mais aussi à ses soutiens. Et parmi la très grande bourgeoisie, on parle de Bernard Arnault qui a une fortune de plus de 150 milliards d'euros quand même aujourd'hui. C'est des soutiens de poids. Et puis, les sanctions, elles s'adressent surtout aux salariés. Justement, la phrase du président de la CPME considère ce no man's land administratif des salariés pour la suspension du contrat de travail. Par contre, il n'a jamais été question de suspendre l'activité d'une entreprise dont le patron ne respecterait pas ou ne ferait pas respecter les règles sanitaires. Alors que, par contre, on parle de suspension d'un contrat de travail pour un salarié qui ne respecte pas les règles sanitaires. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le droit du travail. Une suspension de contrat de travail, ça n'existe pas. Donc c'est un no man's land, il a raison, ce président de la CPME, comme quoi certaines pendules cassées peuvent donner leur juste une fois sur 12. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même effectivement un pari de Macron. Il marche par des paris. C'est comme ça qu'il fonctionne. Comme s'il investissait sur le Bitcoin ou comme s'il investissait sur Tesla ou comme s'il investissait sur Eurotunnel et qui se serait cassé la gueule, quoi. Voilà, par exemple. Donc difficile de savoir si ces paris se vérifieront comme justes ou non, mais il y a une certaine tentation, effectivement, pour pour les milliardaires, pour une grande partie du grand patronat et du patronat plus moyen et plus petit, il y a une vraie tentation d'avoir quelque chose qui incarne davantage l'ordre, davantage l'autorité et davantage finalement un ordre de classe, un ordre au profit des intérêts des plus riches. Et donc lâcher Macron pour une vision plus policière, comme tu disais, oui, je pense que Vincent Bolloré, il est sur ce créneau-là. Sinon, il ne donnerait pas autant d'armes à Éric Zemmour, par exemple, pour influencer idéologiquement la société et pousser la société à se positionner par rapport à lui et non plus se positionner par rapport à des principes et des réformes de justice sociale. Surtout que Éric Zemmour, il a vraiment tout un peu du Trump à la française. Alors on parle souvent de Marine Le Pen et aujourd'hui moi je trouve qu'on a tendance un peu à minorer un peu l'impact que pourrait avoir une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, hein, parce que aujourd'hui il a quand même il a un petit peu entre guillemets tout pour lui. Évidemment il est salarié par Bolloré, par Vincent Bolloré lui-même, mais au-delà de cette question, c'est que si je le dis un peu le Trump à la française, il est excellent au débat, tout le monde le sait, tout le monde qui a vu ne serait-ce qu'une seule fois CNews ou quand il était salarié avec Eric Nolot, etc., etc., sur France 2 et tout le monde sait que cet homme est quand même un excellent débatteur, capable de battre, je pense, Emmanuel Macron lors d'un duel à l'entre-deux tours, et on sait que le duel télévisé de l'entre-deux tours est un élément extrêmement important de politisation de la population française.
Il y a aussi, c'est aussi une personne qui, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui, à titre personnel, moi je suis absolument en désaccord avec les thèses qu'il développe, est quelqu'un qui a un système de pensée extrêmement cohérent, ce qui pourrait donc entraîner à un programme plutôt cohérent. Il a du soutien. Voilà, aujourd'hui, Éric Zemmour, lui, il peut très bien damer le pion de la même manière que Emmanuel Macron avait damé le pion il y a 5 ans aux gens comme Juppé, Fillon, Hollande, Valls, la vieille garde politique, quoi, l'ancien monde comme on l'appelait. Et d'ailleurs, est-ce que d'après toi, Emmanuel Macron, avec ses 5 ans et surtout cette crise, cette pandémie, lui aussi, il fait partie de l'ancien monde. Et est-ce que du coup, il n'y a pas un risque que le vrai nouveau monde, le monde d'après, soit un monde incarné par Éric Zemmour, comme l'a été Donald Trump aux États-Unis? Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que oui, je pense Macron, c'est clairement l'ancien monde. C'est l'ancien monde et d'ailleurs, c'est le monde d'avant, c'est le monde de la politique politicienne, c'est le monde de Jupiter. Voilà, on peut pas faire plus archaïque que cette notion jupitérienne, comme quoi un homme dirige seul, en solitaire, quasiment seul, prendre les décisions seul, et n'en réfère que tardivement tardivement, et je pèse mes mots, à ses ministres, à ses propres ministres et à ses propres conseillers. Voilà, donc, mais en fait, dans l'aspiration à l'ordre de la plupart des riches et malheureusement de la plupart des citoyens, parce que, enfin, d'un ordre qui leur est pourtant défavorable, mais qui est mieux que le chaos, c'est vrai, bah, dans cette aspiration à l'ordre, la réélection de Macron ne serait pas une rupture. Au contraire, ce serait un prolongement, d'avoir quelque chose d'ultra-libéral économiquement, de très autoritaire sur le plan politique, et qu'il y ait une forme de continuité, et donc un ordre qui se maintient, entre guillemets, même si on sait que nous les travailleurs, on perd du terrain au fur et à mesure que Macron avance avec ses réformes. Euh, sur Éric Zemmour, la vraie dangerosité, tu l'as soulevé Adam, c'est le fait qu'il est idéologue. C'est un idéologue. Il a un vrai système de pensée. Il a un système de pensée cohérent qui est raciste assumé, qui est réactionnaire assumé, qui est antiféministe assumé. Et en réalité, voilà, c'est ça sa vraie dangerosité, c'est que effectivement, dans un débat, il peut plier un Macron, il peut plier Le Pen, il peut, voilà, sans trop de problèmes. Mais par contre, j'ose espérer que les Français ne sont pas à un point tel qu'ils vont voter suffisamment pour lui pour qu'il soit qualifié au second tour. Parce que Zemmour, c'est clairement quelqu'un d'extrêmement clivant et de beaucoup plus clivant que Le Pen, qui a fait tout pour dédiaboliser le Rassemblement national, jusqu'à changer le nom du FN. Et Éric Zemmour, c'est quelqu'un d'extrêmement clivant, dont le racisme se lit et la haine se lit dans ses propos. Et donc, on peut espérer que la société française n'est pas dans un état de décomposition tel qu'Éric Zemmour puisse devenir président en 2022. Ça, c'est clairement, j'espère, quoi. C'est un espoir. Alors, voilà, et pourtant cet espoir, il tient un peu de choses, comme on disait un peu à temps, et donc on va un petit peu analyser le classement capital, enfin le classement challenge 2021. Lui-même, il est financé, il est salarié, donc de Vincent Bolloré et de son groupe, puisque Vincent Bolloré est propriétaire du groupe Canal+, qui a comme chaîne Canal, C8 et donc CNews. Euh, Bolloré, lui, il est au rang Forbes 15e plus grande richesse française, je suppose. Selon le classement de Challenge, sa fortune elle est estimée à 8,2 milliards d'euros. Est-ce que, alors, ça c'est un peu une question un peu rhétorique, mais est-ce qu'aujourd'hui, une élection présidentielle, ça peut s'acheter? Euh, Difficilement par le candidat lui-même, mais assurément par les plus riches eux-mêmes. Oui, les plus riches, ils peuvent acheter l'élection parce que si ce sont
c'est un microcosme qu'on a vu avec Un pognon de dingue, notre premier film. C'est un microcosme qui est en perpétuel mouvement, mais surtout en perpétuelle solidarité. Et en réalité, cette grande bourgeoisie, elle travaille à ce que il y ait euh, si tu peux rappeler ta question, s'il te plaît, parce que je me perds un petit peu avec tout ça. Ouais, pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce que Bolloré aurait la capacité d'acheter l'élection présidentielle en Ah plaçant oui. son petit poulain, Éric Zemmour par exemple? Alors, le fait qu'elle soit solidaire n'empêche pas, elle est solidaire vis-à-vis du reste de la société, mais en son sein, la grande bourgeoisie a des clivages quand même. Et il y a un clivage, je pense, qui existe entre des gens un peu plus progressistes, on va dire, et des gens plus réactionnaires. Plus progressiste, la limite du progressisme bourgeois, grand bourgeois, c'est Macron. Donc c'est quand même très limité, mais c'est quelqu'un qui ne revient pas sur la loi Taubira, sur le mariage pour tous, qui ouvre la PMA aux couples de femmes. Donc c'est progressiste sur des questions sociétales, c'est réactionnaire sur des questions sociales et économiques et politiques, mais voilà, c'est quand même c'est pas ce qu'il y a de pire, quoi. Ce qu'il y a de pire, c'est clairement les grands bourgeois assumés, réactionnaires à fond, type Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui a des bails un petit peu partout, mais notamment en Afrique, parce qu'il est vachement dans le BTP aussi, etc. Il est dans les télécoms, il est dans l'information, il est dans les médias. Et donc, c'est le genre de mania qui peut espérer faire pencher la balance en sa faveur. Maintenant, je ne pense pas que Vincent Bolloré va tout miser sur Éric Zemmour en 2022. Peut-être en 2027, mais je ne sais pas s'il miserait toutes ses relations, toute toute son appartenance finalement à ce microcosme bourgeois, euh, parce que c'est trop clivant aujourd'hui. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ce qui est sûr, pour finir là-dessus, c'est que en période de crise, c'est une période où l'histoire s'accélère. C'est une période d'action rapide. Et l'histoire, elle s'accélère aujourd'hui parce qu'on est dans une crise absolument inédite, une crise extrêmement forte, extrêmement violente, et qui sera donc payée. Ce seront les pots cassés par la bourgeoisie qui seront payés par les travailleurs à nouveau, mais de manière bien plus violente encore que après la crise de 2008. Et du coup, voilà, c'est là-dessus, je pense que il faut voir que on peut pas prédire ce qui va se passer dans 2 mois. On peut encore moins prédire ce qui va se passer dans 8 mois et demi au moment de l'élection présidentielle. Mais on peut avoir des sujets d'inquiétude et on peut avoir des sujets d'espoir, peut-être, avec euh, autre chose que la droite et l'extrême droite. Voilà, la gauche, quoi. Alors, sans parler de la gauche, hein, tu parlais de progressisme bourgeois. Bon, il y a l'exemple un petit peu de Elisabeth Badinter, propriétaire du groupe Publicis, figure historique du féminisme et de la gauche, notamment Elisabeth Badinter. Son nom est très lié à son mari, feu Robert Badinter, qui est le rédacteur de la loi pour l'abolition de la peine de mort. Évidemment, il y a une véritable contradiction, puisque par exemple, je prends un exemple, mais Elisabeth Badinter, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, avait signé une tribune pour une laïcité pleine et entière, dénonçant l'islamisme politique, et pourtant son agence, elle, a énormément de bails, comme tu dis, de liens économiques, politiques et humains avec l'Arabie saoudite, qui est l'un des plus grands lobbyistes de l'islam politique, notamment en finançant des mosquées en France. Et ça, tout le monde le sait. Enfin, voilà, quoi, c'est pas un problème. Donc, déjà, il y a une véritable contradiction là-dessus. Mais je pense que la principale des contradictions, en tout cas, la principale personne qui est représentant de ce progressisme bourgeois, c'est l'inévitable et le richissime Bernard Arnault, qui a l'une des plus grandes fortunes de France, voire même du monde, il est toujours chaque année dans les classements Forbes, dans une bataille de chiffonnier avec Jeff Bezos notamment. Bernard Arnault, il n'hésite pas à s'afficher
très cosmopolite. C'est vraiment un représentant du cosmopolitisme parisien, du 6e arrondissement, en couple avec Salma Hayek, qui n'hésite pas à faire des actions de mécénat pour le Louvre, qui n'hésite pas à faire des actions de mécénat pour des lignes de lingerie, pour Rihanna ou pour Booba, qui sont des artistes très populaires et notamment représentants d'une certaine forme de diversité. Bernard Arnault, il a décidé, c'est toi qui m'expliquais ça en off, de soutenir Emmanuel Macron plutôt que Xavier Bertrand, qui s'est retrouvé en position de force dans la droite traditionnelle après ces élections régionales. Et en même temps, Bernard Arnault, il n'a guère le choix que de soutenir Emmanuel Macron, puisque en un an, avec la crise du Covid, Bernard Arnault a gagné 50 milliards d'euros en un an. Il était à 100 milliards d'euros selon le classement Challenge 2020, il est à 57 milliards maintenant, 157 milliards maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est que justice finalement que Bernard Arnault soutienne Emmanuel Macron? Et on en revient à cette notion de décalage et de contradiction intrinsèque entre par exemple Bolloré qui pourrait potentiellement soutenir un candidat d'extrême droite, alors que Bernard Arnault, un candidat de droite plus libéral, modéré, comme dirait l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a on pourrait pas penser, parce que comme tu dis, il y a une crise, il y a une accélération de l'histoire, qu'il y a une bataille pour le leadership un peu de la bourgeoisie, quoi. Et un peu ce retour à cette vieille bourgeoisie d'affaires un peu catholique, à la Bolloré, sur le devant de la scène, comparé à un Bernard Arnault, une bourgeoisie extrêmement cosmopolite et assumée en tant que telle. Alors, je pense pour pouvoir répondre en détail à cette question, il faudrait certainement contacter les plus grands, les plus fins connaisseurs de la grande bourgeoisie. Je nomme Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui ont travaillé toute leur vie de sociologues comme des petites souris qui allaient dans les dîners de gala de la grande bourgeoisie pour pouvoir après en référer aux travailleurs, expliquer comment ça se passe dans les hautes sphères de la société et comment il peut y avoir effectivement des clivages au sein de cette haute société et comment finalement il peut aussi, enfin comment ces clivages sont dépassés, comment ces contradictions sont dépassées par le corps grande bourgeoisie qui veut absolument se maintenir en tant que classe dominante dans la société capitaliste. Et du coup, voilà, je pense. Après, si c'est une question d'influence, faut pas sous-estimer l'influence de Bernard Arnault. Bernard Arnault, il dispose d'un certain nombre de médias, dont le quotidien le plus lu en France, qui est Le Parisien. Euh, Peut-être pas loin de l'équipe, mais Le Parisien et Aujourd'hui en France, qui sont en fait le même titre, c'est une propriété de Bernard Arnault. Ah bon, c'est Et pas Ouest France le quotidien le plus lu de France? alors, c'est le quotidien régional le plus lu de France, Ah Ouest oui. France. Et le Parisien est un Un national. journal national, D'accord, c'est ok. ça. C'est ça. Et du coup, on a pu lire par exemple dans un bouquin qui a été écrit par, pas justement pas par les Pinceau Charlot, mais par deux journalistes un peu béates, on va dire, devant devant les Macron. C'est un bouquin qui s'appelle Les Macron et qui expliquait, suite à des entretiens avec eux et avec leurs conseillers, que les Macron, Brigitte et Emmanuel dînaient une fois par semaine chez Bernard Arnault durant toute la campagne présidentielle finalement, jusque au début de l'année 2017. Donc oui, Bernard Arnault a des intérêts très proches de ceux d'Emmanuel Macron sur le plan politique et sur le plan économique aussi. Parce que quand Macron parle avec des étoiles dans les yeux des champions de demain, on a l'impression que Macron lui-même a envie de devenir l'un des champions de demain, non pas en tant que président de la République, mais en tant que grand bourgeois, grand administrateur de grandes entreprises, voilà, et faire ce qu'il nous enjoint de faire en permanence, c'est-à-dire de l'innovation, la Startup Nation, etc. Pas sûr qu'il soit si bon à ça qu'il ne le croit. Maintenant, pour revenir plus généralement sur le classement Challenge, donc qui est le classement des 500 fortunes françaises les plus riches de notre pays, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on va sur le site Challenge et qu'on tape classement et fortune, il précise bien que les estimations
des grandes fortunes recensent l'ensemble des actifs professionnels, cotés ou non cotés, mais ne prennent pas en compte les biens personnels, notamment les biens immobiliers, les voitures, les œuvres d'art, qui sont pourtant une grande composition de la richesse, notamment symbolique et culturelle, de la grande bourgeoisie. Et donc c'est uniquement sur le patrimoine professionnel que Bernard Arnault, aujourd'hui, il est à 157 milliards d'euros, soit plus 57% par rapport à il y a un an, à là où les 500 les plus riches de France ont pris plus 30% de patrimoine cumulé. Donc non seulement ils se gavent comme jamais, mais plus on monte dans la hiérarchie et plus on voit cette disparité exploser avec Bernard Arnault qui a fait plus que gagner la moitié de ce qu'il avait déjà en 2020, c'est-à-dire 100 milliards d'euros. Et ben, il a gagné plus que la moitié de ça pour atteindre aujourd'hui 157 milliards d'euros, alors que le taux de pauvreté, le nombre de pauvres sous le seuil de pauvreté en France, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, pardon, est lui aussi inégalé en termes de croissance. C'est-à-dire qu'on a dépassé la barre des 10 millions de pauvres. On a les médias qui se gardent bien de nous dire ça, mais c'est par la pauvreté des plus miséreux et des travailleurs que peuvent se gaver les plus riches finalement. Et donc, s'il y a un débat, un combat, entre guillemets, entre Bernard Arnault et Vincent Bolloré, aujourd'hui, Bernard Arnault, il a plus de soutien parce que il est en position de leadership. C'est le Français le plus riche de France, c'est l'Européen le plus riche d'Europe, et c'est l'une des trois personnes les plus riches du monde, avec Jeff Bezos et Elon Musk, si je me trompe pas. Donc voilà, je pense que la ligne Bernard Arnault est plutôt majoritaire, mais il faudrait certainement demander conseil sur cette question à Monique Pinson-Charlot et à Michel Pinson. Qu'on salue évidemment, qui était présente sur notre premier film, Un pognon de dingue. Alors j'ai mis sur le chat le classement de challenge, qui est disponible uniquement pour ceux qui sont abonnés au classement de challenge. D'ailleurs sur ce classement, moi je voudrais un petit peu parler donc du 25e Stéphane Bancel, qui est le PDG et propriétaire de la société de biotechnologie américaine Moderna, qui est rentré au classement selon Challenge en 2019, qui en 2020 avait une fortune en milliards d'euros, 1450 milliards d'euros. Millions d'euros, pardon, donc voilà, 1 milliard 450 000. Et aujourd'hui, en 2021, il a gagné, il est à 5 milliards d'euros en fortune. Bon, quand même, est-ce qu'on peut pas se dire que cette colère un peu cette colère populaire contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire et contre la stratégie de vaccination, qui est une colère certes auquel moi je n'adhère pas. Par exemple, moi je suis plutôt pour la vaccination, mais c'est une colère légitime quand on voit qu'aujourd'hui, eh bien oui, le propriétaire de l'une des entreprises qui a fait le vaccin s'en est mis plein les fouilles, alors que bah voilà, aujourd'hui on galère à prendre ses rendez-vous. Moi je prenais l'exemple je peux prendre l'exemple de Fatriouk, mon acolyte qui a dû prendre rendez-vous après l'allocation d'Emmanuel Macron. Il va avoir rendez-vous la semaine qui arrive, parce que tout simplement c'est le vaccinodrome d'Angers, il est saturé. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, mine de rien, cette colère, elle n'est pas légitime presque, quoi? Bah, vu tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire l'allocution de Macron, les missiles qu'il envoie contre le mouvement social, contre les conquis sociaux de la classe ouvrière du XXe siècle, dont on profite toujours aujourd'hui, que ce soit les congés payés, que ce soit le droit du travail, la médecine du travail, voilà, depuis qu'il est élu, Macron, et même avant qu'il soit élu, une fois qu'il avait été nommé ministre à Bercy, et même avant ça, quand il était conseiller sur les affaires économiques et directeur adjoint du secrétaire adjoint du cabinet de François Hollande, voilà, toute sa carrière politique, Macron l'a consacré au démantèlement de ce qui était les acquis de la résistance, du Conseil national de la résistance. Donc, vu tout ce qu'on s'est dit sur cette allocution, vu tout ce qu'on s'est dit sur les ultra riches et à côté les millions de pauvres et de gens qui passent
qui passent en dessous du seuil de pauvreté et les millions de gens qui passent de la pauvreté et qui glissent peu à peu vers la misère totale, oui, en fait, évidemment que la colère populaire, elle est légitime. Évidemment. Et même si elle se cristallise sur un aspect qui est le pass sanitaire et sur une anti-vaccination, moi, je ne crois pas que les 200 000 manifestants d'hier sont des anti-vax. Je ne crois pas, et j'en suis même convaincu, parce que il y a de nombreux motifs de colère vis-à-vis de Macron, il y a de nombreux motifs de colère vis-à-vis de ce qu'on subit depuis 1 an et demi avec le Covid, avec tous les revirements de l'État entre le masque, les tests, les vaccins maintenant, le traitement, etc. Que clairement, il y a une colère qui est légitime, je suis d'accord. Elle est vraiment légitime, cette colère. Euh, Ça ne veut pas dire que tous les mots d'ordre sont bons, ça ne veut pas dire que on souscrit à tout ce qui est fait, tout ce qui est dit. Je pense notamment à ceux qui comparent les gens qui ne sont pas vaccinés aux juifs qui devaient porter l'étoile jaune. Je pense que c'est une comparaison qu'on a vue beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on a vu un petit peu dans les manifestations, mais qui est extrêmement minoritaire, et heureusement, parce que il faut pas oublier que le vaccin en France, il est accessible à tous, contrairement à l'Algérie ou à la Tunisie, par exemple, qui sont surchargés au niveau des hôpitaux, les hôpitaux n'accueillent plus de patients au-dessus de 60 ans parce qu'ils sont surbookés, ils sont complètement dépassés. Nous, on a accès au vaccin. Je, je pense que le vaccin est un progrès des travailleurs, parce qu'il y a des milliers de travailleurs qui ont travaillé sur ces vaccins, et il y a des millions, des centaines de millions de gens qui se sont fait vacciner, et il n'y a personne qui est devenu un zombie. Donc voilà, et puis les personnes qui ont été vaccinées et qui ont eu après des problèmes de santé, finalement, ne sont pas surreprésentées parmi la population vaccinée par rapport à la population générale. Mais voilà, c'est clair que pour finir là-dessus sur cette comparaison avec les insignes que devaient porter les juifs, faut pas oublier que l'étoile jaune était un passeport pour la mort, là où le vaccin est un passeport pour la vie. Et le vaccin, il est accessible en France, donc autant en profiter, entre guillemets, même si on n'est pas des profiteurs de crise quand on va se faire vacciner. Par contre, les profiteurs de crise, oui, il y en a. Oui, ce sont entre autres ceux qui sont à la tête des laboratoires pharmaceutiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande la levée qu'on demande dans notre camp social, et les gens sont très nombreux à le demander dedans, la levée des brevets sur les vaccins, pour que chaque pays puisse produire autant qu'il le souhaite, avec la technologie brevetée aujourd'hui, c'est-à-dire qui exclut les non-propriétaires de ce brevet de l'utiliser. Eh bien, il faut lever ces brevets de manière à ce que un maximum de personnes dans le monde, et en France aussi, puissent se faire vacciner en temps et en heure, et sans avoir à subir de mesures coercitives comme veut nous en imposer Macron. Ok, alors j'ai mis sur le chat un article que tu avais écrit sur cette question sur notre blog Vaccination Pass Sanitaire, depuis quand l'État se soucie-t-il de notre santé, qui explique un petit peu toutes ces questions-là. Alors là, on va arriver bientôt vers la fin, hein, malheureusement, je suis désolé. Une dernière question un peu sur ce classement, je voudrais te parler donc du 28e, Marc Hérard Dubreuil, qui est donc et sa famille, propriétaire de vins et de spiritueux, notamment l'entreprise Cointreau, Cocorico, entreprise angevine s'il en est. Aujourd'hui, c'est la deuxième plus grande fortune dans le vin de France. Mais il est aussi propriétaire donc du leader des spiritueux en France. Voilà, Cointreau, voilà, entreprise angevine. Voilà, tout le monde a déjà acheté du Cointreau pour faire des crêpes. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais un petit peu te parler, c'est aujourd'hui, on décrit un peu Angers comme une ville où il fait bon vivre, avec eux aussi ces champions, donc ces champions qui sont à la Redbox pour l'industrie du numérique. D'ailleurs, on salue certains de ces personnes, MXM, Joyka, etc., qui sont clairement à la pointe sur Twitch et ce genre de réseaux sociaux. Mais il y a aussi une grande bourgeoisie qui n'habite pas à Angers par ailleurs et qui sont eux aussi des champions de notre économie et de notre économie locale en particulier. Pourtant, Angers, quand tu regardes les statistiques sur l'INSEE, c'est une ville où le revenu médian
comme moyen qui est inférieur au revenu français de base. Et aujourd'hui, c'est aussi ça, un petit peu cette question. Est-ce que on n'a pas une contradiction aujourd'hui entre l'image que l'on veut donner de plein d'endroits, et l'exemple d'Angers, il est le bon, et alors que les réalités sont beaucoup plus compliquées. On peut prendre l'exemple même de Maëlys, pas de Maëlys, de Lauriane, pompier décédé il y a 5 ans et dont on va traiter notre prochain épisode. Alors, oui, il y a ce que Macron appelle des champions, c'est-à-dire des entrepreneurs, comme ils se qualifient eux-mêmes, mais qui sont généralement des héritiers, et qui sont des héritiers de dynasties capitalistes, comme j'imagine est le propriétaire angevin de Cointreau, enfin du moins de cette société angevine. Que le revenu médian soit inférieur et le revenu moyen aussi soit inférieur à la moyenne nationale, ça fait partie des contradictions. Faut pas oublier que Bernard Arnault, par exemple, il est né à Roubaix, qui est la ville la plus pauvre de France, dont la population est la plus pauvre en France. Évidemment, Bernard Arnault ne vit pas dans les quartiers populaires de Roubaix, il n'y a jamais mis les pieds, mais voilà, ça prouve quand même qu'il peut y avoir de fortes disparités, et même des disparités extrêmes à l'échelle d'une ville. Angers, faut savoir que c'est à 1 heure et demie de Paris, de la gare Montparnasse. C'est presque la périphérie de Paris aujourd'hui, c'est presque la banlieue de Paris. Et effectivement, il y a un certain nombre de gens qui gentrifient avec le concours de la mairie d'Angers, qui participent à la gentrification, c'est-à-dire à l'embourgeoisement des quartiers en excluant peu à peu les classes populaires hors de la ville d'Angers. Et on sait que ça peut être compliqué justement pour les travailleurs ou pour les étudiants de trouver un logement qui ne soit pas un logement, une location d'un marchand de sommeil. Donc voilà, il y a ces contradictions qui existent. Et, euh, et puis je pense que pour finir, effectivement, il se passe plein de choses sur Angers. Ça reste une ville assez active où il y a pas mal d'initiatives qui sont prises, dont l'initiative des sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire, qui a été de rallier Angers jusqu'à Grazac en Haute-Loire, à côté d'Issingeaux, pour rendre hommage à la mémoire de Lauriane, qui est donc cette jeune sapeur-pompier en formation qui a mis fin à ses jours en 2016. Et les sapeurs-pompiers se sont battus pour que ce soit reconnu comme accident de service. Ils se battent encore pour ça. Et c'est là-dessus que va porter notre second épisode de Nous sommes en guerre. Et j'invite tout le monde à s'intéresser à cette production qui sortira au mois de septembre, donc le mois prochain. Voilà, bah, je crois que c'est un très très bon mot de fin de ta part. Voilà, c'est un peu plus court que d'habitude, mais c'est qu'en fait, en même temps, moi, c'est mon matériel qui est un petit peu en train de perdre de la batterie de manière dramatique. Puis on a fait quand même 52 minutes de stream, c'est pas mal, hein, quand même. Bon bah écoutez, voilà, il faut pas hésiter. Vous pouvez avoir cette vidéo en replay sur notre Twitch et sur notre YouTube. Elle aura lieu donc dès 18h. Voilà, donc bah, Ben, je te dis à très bientôt. À bientôt, Adam, et puis très bonne journée à toi, très bonne fin de week-end à toi. Merci, au revoir à tout le monde. Ciao!